beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à participer à ce café éthique relatif aux directives anticipées. Alors, en tant que juriste, je vais vous présenter les dispositions légales, puis j'envisagerai avec vous leur compréhension et leur efficacité, ce qui me permettra de soulever des difficultés et de vous proposer quelques pistes de réflexion. Alors, j'ai tenté de partager mon écran. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous me le dites. Donc, je vous ai fait une première slide sur les dispositions légales relatives aux directives anticipées. Les DA ont été créés par la loi du 22 avril 2005. Excusez-moi, Christine, elles ne se sont pas affichées encore. Il ne s'est pas affiché? Non. Ah, pardon. Alors, je ne comprends pas. J'essaye de remettre... Ne vous inquiétez pas, on a le temps. Non, mais ça m'ennuie parce que... Alors, je vais faire ça. Je vais tenter de faire comme ça. Du coup, par contre... Ah, zut. Non, ça apparaît. Voilà, ça apparaît. Ça apparaît, là, vous le voyez? L'écran est blanc, mais marqué diapositive 1 sur 1. Oui, non, mais c'est pas bon, donc je pense. Excusez-moi. Je vais le remettre. Là, vous devez le voir. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, je suis désolée. Du coup, je ne vais pas le mettre en plein écran parce que j'ai peur de tout perdre. Donc, je vais le laisser comme ça si ça ne vous gêne pas. Excusez-moi. On lit très bien, c'est parfait. Bon, merci beaucoup. Donc, les dispositions légales, tout d'abord, brièvement. Les DA ont été créés donc, par la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti. Donc, selon la loi en vigueur en 2005, toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Il est prévu donc que les directives anticipées indiquent des souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie, et plus précisément donc concernant les conditions de la limitation ou de l'arrêt des traitements. Elles ont une durée de validité de 3 ans, elles sont révocables à tout moment et la loi prévoit que le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement concernant la personne. Alors, les directives anticipées doivent être consultées par le médecin en 2005, mais elles ne sont pas contraignantes. Elle prime cependant sur tous les avis non médicaux, y compris celui de la personne de confiance. C'est pour ça que le Conseil de l'Europe a écrit dans l'un de ses rapports qu'en 2005, les directives anticipées sont un élément de la décision médicale, mais qu'elles ont un statut juridique faible. La loi de 2016, dite loi Claeys-Leonetti, a apporté quelques modifications. Les directives anticipées peuvent toujours être rédigées par des personnes majeures pour le jour où elles seraient hors d'état d'exprimer leur volonté. Le terme de volonté a remplacé celui de souhait et il y a des précisions qui ont été apportées concernant l'objet des directives anticipées. Alors, la loi de 2005 limitait l'objet des directives anticipées à ce qu'on ne voulait pas. La loi de 2016, elle permet désormais de préciser que l'on souhaite la poursuite de traitements médicaux. Une petite remarque, la loi prévoit la possibilité de rédiger des directives anticipées, mais ce n'est en aucun cas une obligation. Et pourtant, on se rend compte qu'il existe des risques de dérive. Je vous en donne un exemple. Le fait, par exemple, de retenir le taux de recueil des directives anticipées en EHPAD comme indicateur de qualité dans le cadre de démarches d'amélioration de la qualité en EHPAD. Je continue toujours avec les dispositions légales de 2016. Donc, il n'y a plus de durée de validité concernant les directives anticipées. Elles sont révocables à tout moment. On peut les modifier. La loi prévoit qu'elles peuvent être rédigées conformément à un modèle. Ce modèle distinguant en fait 2 types de situations. Le cas où la personne est malade, se sait atteinte d'une maladie grave, et le cas d'une personne qui n'a pas de maladie grave. Il s'agit bien de 2 types de situations, mais pas de 2 types de directives anticipées. Il faut savoir que l'utilisation du modèle n'est pas obligatoire et que les directives anticipées peuvent être rédigées sur papier libre.
À noter également, si la personne peut exprimer sa volonté mais qu'elle ne peut pas écrire, elle peut demander à 2 témoins, dont la personne de confiance, de rédiger ses directives anticipées à sa place. Mais attention, j'insiste bien, il faut 2 témoins. Des directives anticipées ne peuvent pas être écrites par un seul témoin. Les directives anticipées, depuis 2016, elles s'imposent aux médecins pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, ce que les juristes traduisent en termes d'opposabilité. Mais il s'agit d'une opposabilité sous condition, en ce sens où les directives anticipées peuvent être écartées en cas d'urgence vitale ou si elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Et comme antérieurement, leur contenu prévaut toujours sur les avis non médicaux, y compris celui de la personne de confiance. Le médecin, s'il le souhaite, peut décider d'écarter les directives anticipées et de ne pas les appliquer. Dans ce cas-là, donc, il doit réunir les membres de l'équipe de soins, prendre l'avis d'un médecin qui est appelé en tant que consultant et avec lequel il n'existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut également recueillir l'avis de la personne, pas l'avis, pardon, le témoignage de la personne de confiance ou d'un proche. Il prend après sa décision. Il doit justifier son refus, inscrire sa décision au dossier médical et porter sa décision à la connaissance de la personne de confiance, de la famille ou des proches. Les directives anticipées, donc c'est toujours la loi qui le prévoit, peuvent être conservées sur un registre national, mais là non plus, ce n'est pas une obligation. Elles peuvent être confiées à toute personne au choix du scripteur. Il peut choisir du médecin, il peut s'agir du médecin ou d'un proche ou d'une personne de confiance, de la personne de confiance, si elle a été désignée. La loi prévoit que le médecin traitant doit informer les patients de la possibilité qu'ils ont de rédiger des directives anticipées. Et j'ai aussi mentionné que des dispositions légales depuis 2016 prévoient des règles spéciales pour les personnes qui font l'objet d'une mesure de protection. Alors en 2016, c'était une mesure de tutelle. Depuis le 1er octobre 2020, la loi vise les personnes qui font l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Dans ce cas-là, donc, il faudra une autorisation du juge pour rédiger les directives anticipées. A priori, donc, si l'on regarde les dispositions légales, elles semblent relativement simples et pourtant on peut avoir des questionnements, notamment quant à la terminologie. Alors, je vous en donne un exemple. Le législateur distingue le patient qui peut exprimer sa volonté de celui qui est hors d'état d'exprimer sa volonté. Mais finalement, qu'est-ce que cela signifie ? On imagine, on comprend très bien qu'il y a des situations où aucune communication n'est possible, comme par exemple l'état végétatif, le coma prolongé irréversible. Mais quid des personnes avec lesquelles la communication est différente, peut-être parfois plus compliquée, comme les malades atteints de la maladie d'Alzheimer ou les personnes qui sont protégées juridiquement. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, une mesure de protection n'empêche pas forcément de rédiger des directives anticipées et a priori et a fortiori non plus de s'exprimer sur ce que l'on veut. Par conséquent, donc, on peut se demander quand il faudra mobiliser les directives anticipées. Est-ce que si l'on mobilise les directives anticipées, on doit exclure complètement ce que peut dire le patient, ou est-ce qu'on peut prendre en compte les directives anticipées et ce que peut exprimer la personne? On peut également avoir des questionnements quant à la mobilisation des directives anticipées. Alors là, je me base sur un sondage qui a été réalisé par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie en 2019. Selon ce sondage, 59% des Français de plus de 50 ans connaissent l'existence de la loi, en tout cas affirment la connaître. Ils sont 40% à déclarer qu'ils savent que la loi a mis en place des directives anticipées, mais seulement 13% des personnes de plus de 50 ans déclarent avoir rédigé leurs directives anticipées.
beaucoup soulignent qu'il est très difficile de les mobiliser, de les mettre en œuvre. Ce qu'on constate d'ailleurs dans une brochure qui a été édictée par le même Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, qui souligne, donc je cite, « un milieu soignant et surtout médical qui reste dans l'ensemble assez peu sensible aux directives anticipées ». Alors il est vrai que beaucoup de personnes font état de directives anticipées non appliquées. Mais en réalité, moi je pense qu'il faut être très prudent, car beaucoup de personnes donc, se réfèrent à des situations qui sont antérieures à 2016, à une période donc, où les dispositions légales étaient différentes, notamment donc, il y avait une durée de validité pour les directives anticipées. Beaucoup de personnes invoquent des directives anticipées qui auraient été écrites par un seul témoin. Or, nous avons vu que ce n'était pas possible. Je vous donne des exemples. D'une manière générale également, donc, beaucoup de directives anticipées contiennent ce que j'appelle des demandes impossibles, comme une demande d'euthanasie. Alors, contrairement à ce qui est écrit sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé, les directives anticipées peuvent comporter une demande d'euthanasie. Mais aujourd'hui, cette demande ne sera pas prise en compte car le droit français n'autorise pas l'euthanasie. Donc, je pense qu'en fait, il faut simplement être très clair avec les personnes, qu'elles en aient conscience et ne pas créer de faux espoirs. Je pense aussi qu'il faut insister sur la désignation de la personne de confiance qui peut être très importante quant à la mobilisation des directives anticipées. Alors, je citerai à cet égard l'exemple d'une jeune fille de 23 ans qui, en 2020, à propos de ces directives anticipées, me disait qu'elle ne choisirait pas comme personne de confiance sa mère, car, je cite, « ma mère m'aime trop pour accepter qu'on me débranche ». Ce sont ses propos. Il conviendrait peut-être également de préciser davantage ce que sont des directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Un point fondamental, donc lorsque les directives anticipées sont rédigées, elles sont un élément essentiel de la prise de décision. Mais on peut se demander à quel point. Alors brièvement, j'ai tenté de resituer les directives anticipées dans leur contexte et notamment au regard de la législation française concernant ou relative à la santé. Alors, il y a eu un changement de paradigme. On est passé du respect de la personne qui était justifié par le principe de l'inviolabilité du corps humain à une justification qui repose sur l'autonomie du patient. On a également donc mis l'accent sur la recherche de la volonté du patient. Volonté qui peut être exprimée par le patient lui-même, mais qui peut également être exprimée par le patient par anticipation, notamment dans le cadre des directives anticipées qu'il aurait pu rédiger. Volonté qui peut être aussi connue grâce au témoignage de la personne de confiance. Et enfin, donc, la législation insiste sur le fait que la décision médicale doit être partagée. Donc, on se rend compte que la volonté du patient, elle est déterminante quant à la décision de refus ou d'arrêt de traitement, y compris l'alimentation et l'hydratation artificielle qui sont considérées comme des traitements. La volonté, elle doit également être recherchée dans le cadre du droit de ne pas subir une obstination déraisonnable, sachant qu'il s'agit d'un droit, mais aussi d'une obligation qui pèse sur le médecin, qui doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable. Excusez-moi. Donc, l'autonomie du patient supposerait une application des directives anticipées dans la mesure où ces directives anticipées matérialisent la volonté du patient, mais on peut se demander si pour autant les directives anticipées doivent être indiscutables, au risque d'avoir une décision qui ne serait ni éclairée ni partagée. On peut se demander également quelle valeur accorder à une volonté qui serait émise dans des circonstances très éloignées de celles dans lesquelles les directives anticipées seront mobilisées. Quelle valeur accorder à la volonté anticipée du patient? Est-ce qu'elle peut correspondre à la volonté actuelle? Et dans le cas où, c'est d'autant plus important que dans le cas où les directives anticipées trouveront à s'appliquer, il n'y aura aucune discussion possible entre le patient et le médecin, et parfois, il n'y aura eu aucune discussion avec les médecins lors de leur rédaction. C'est d'autant plus vrai parce que les modèles de directives anticipées ne favoriseraient pas les échanges. On l'a vu également, donc, la décision médicale est partagée
Par ailleurs, les médecins doivent procurer des soins consciencieux. Ils ont donc tout naturellement la possibilité d'écarter les directives anticipées qui apparaissent manifestement inappropriées, mais on peut se demander si pour autant il faut les négliger. Enfin, on peut se poser des questions au regard des proches, donc, qui doivent également respecter les volontés du scripteur en raison du fait qu'elle matérialise son autonomie. Mais on ne peut pas exclure la tentation de contester les directives anticipées, notamment lorsque la famille est divisée. Je pense par exemple à la situation au cas à l'affaire Vincent Lambert. Alors, affaire dans laquelle, je tiens à le dire, il n'y avait pas de directive anticipée, mais on peut fort bien imaginer que quand bien même on aurait eu des directives anticipées, il n'est pas certain que les membres de la famille n'aient pas tenté de les discuter. Finalement, on peut se demander quels sont les objectifs des directives anticipées. Est-ce qu'elles doivent être une manifestation de la volonté du patient qui s'impose au médecin devenu peut-être simple exécutant? Est-ce qu'il s'agit d'apporter une aide à la décision médicale? Est-ce qu'elles sont un dispositif anti-trahison du patient en fin de vie? Alors, anti-trahison au regard des soignants, mais aussi au regard de la famille. Ce qui nous amène à nous intéresser au contenu des directives anticipées. Que doit-on trouver dans des directives anticipées? Qu'est-ce qu'on s'attend à trouver dans des directives anticipées? Qu'est-ce que l'on souhaite mentionner dans des directives anticipées? Alors, des souhaits de nature médicale, certes, mais aussi ces valeurs de vie, ce qui nous anime, peut-être des messages plus personnels. Et d'où ma question, doit-on tout mentionner dans des directives anticipées au risque de les surcharger? On peut imaginer un seul document avec des sous-parties, ce qui est déjà le cas actuellement dans le cadre du modèle des modèles qui sont actuellement proposés. En conclusion, donc, pour terminer, je dirais que le dispositif des directives anticipées a du mal à s'installer. Il me semble qu'il faut se souvenir que la rédaction des directives anticipées impose et permet un cheminement psychique sur la fin de vie. Et le fait même de rédiger des directives anticipées suppose une réflexion, une volonté qui ne peuvent pas être totalement niées, ni par les soignants, ni par les proches. Donc, il me semble que même si des directives anticipées ne sont pas jugées contraignantes, elles peuvent être utiles. Face à des directives anticipées, il faut que chacun prenne ses responsabilités, savoir si on va les appliquer ou non, si on va respecter ou non la volonté du scripteur. Il faut savoir, alors j'ai utilisé le verbe savoir, je ne sais pas si c'est le bon verbe, mais je n'ai pas trouvé de verbe plus approprié. Savoir respecter les préférences, les valeurs, les volontés de la personne qui ne peut plus s'exprimer, mais aussi favoriser la communication, instaurer une relation de confiance entre tous les protagonistes. Pour terminer, donc, quelques pistes de réflexion. Je me suis demandé donc, quand on devait rédiger des directives anticipées. Est-ce que l'entrée en EHPAD est le meilleur moment? Qui doit accompagner l'écriture de ces directives anticipées? Alors, on trouve parfois comme proposition un recours au notaire. Je ne pense pas personnellement que ce soit très judicieux. On peut se demander également quelle doit être la place des nouvelles technologies. Les directives anticipées sont un écrit, mais on pourrait fort bien imaginer une utilisation des nouvelles technologies en complément ou pour accompagner les directives anticipées. On peut remettre également ou voir les directives anticipées dans leur contexte et s'interroger peut-être sur des points plus généraux comme la qualité de vie au regard de la quantité de vie. S'interroger également sur la fin de vie qui ne doit pas se limiter à l'agonie. Enfin, personnellement, je ne pense pas. S'interroger sur ce qu'est une décision partagée. Envisager peut-être les directives anticipées comme un outil de communication. Et peut-être même se demander si les directives anticipées doivent se limiter à la fin de vie.
Alors sur ce point, donc, je voudrais vous donner l'exemple d'une étude qui est menée à Lyon, Paris et Marseille sur les directives anticipées incitatives en psychiatrie. L'idée, donc, c'est que les directives anticipées peuvent participer au projet de soins et je cite, donc, elles peuvent permettre aux personnes atteintes de troubles psychiques de rédiger, alors que leurs compétences décisionnelles sont restaurées, des consignes de soins en cas de décompensation. Je pense que d'une manière générale, il faut de toute façon laisser du temps, accorder du temps à l'ensemble des protagonistes. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Christine. C'était très clair sur un sujet difficile et délicat. Maintenant que les bases légales sont posées, je vais passer la parole aux deux intervenants suivants en priant les participants de bien garder, de bien noter au fur et à mesure leurs questions pour la discussion globale qui aura lieu à l'issue des 3 présentations. Moi, j'en ai déjà noté beaucoup. N'hésitez pas à en faire. C'est le sujet, comme vous le voyez dans cette première présentation, est riche. Je passe la parole maintenant à Pascal Vassal. Pascal, à toi. Voilà, merci beaucoup Madame Lassala pour avoir cette présentation du cadre légal. Je crois que c'est vraiment très important quand on parle de directive anticipée d'avoir cette notion de cadre légal parce que c'est ce cadre contenant qui va nous permettre à l'intérieur de réfléchir tant du point de vue de la clinique que du point de vue de l'éthique. Donc pour moi c'était primordial et merci pour la richesse de vos conclusions. Alors donc, moi je vais essayer de vous montrer d'abord en introduction, il me semble important de respecter la parole du patient qui présente une maladie grave, évolutive, voire terminale. 80-90% des citoyens en bonne santé demandent la légalisation de l'euthanasie. Actuellement, on ne parle plus d'euthanasie. Vous savez qu'il y a des débats actuellement à l'Assemblée nationale et on parle plutôt d'aide active à mourir. Donc, c'est vraiment une question d'actualité. Et par rapport à ça, il y avait Didier Sicard qui avait beaucoup travaillé au CCNE et qui nous avait dit que lui, il pensait plutôt que pourquoi ces gens réclamaient une aide active aussi importante? Parce que c'était un refus d'une médecine sans âme, une peur de souffrir et ou de devoir souffrir. Donc je crois que ce contexte-là, c'est très important à comprendre. Alors face à ça, il nous semble important de reconnaître et respecter la volonté des personnes. Et tout ça, c'est par l'écoute et aussi, bien sûr, par les directives anticipées et la personne de confiance. Alors, ces directives anticipées, on a vu que la loi nous donne un nouveau cadre hein, et ces directives anticipées, elles sont contraignantes pour le médecin. Mais, parce qu'en médecine, il y a toujours des mais, on se pose la question, je me suis moi-même posé la question de savoir comment, à titre individuel, pouvons-nous retranscrire nos volontés de non-obstination déraisonnable, de bien mourir sur un document unique. Quand on parle de directive anticipée, cette notion de directive est assez rigide et nous offre peu de discussion. Alors moi, j'avais plutôt la notion de directive anticipée, on en a à peu près 20%, mais qu'importe, il y en a quand même très très peu. Et ça veut dire que soit la loi n'est pas connue, soit que nos concitoyens, qu'on n'a pas envie vraiment de pouvoir écrire ces directives anticipées. Alors, qu'en est-il aujourd'hui des directives anticipées? Moi, je vous en parlais dans des domaines que je connais. Donc, ces directives anticipées, elles sont, comme vous nous l'avez dit, pour des patients en fin de vie. Ce qui est important, c'est que ce sont des patients hors d'état d'exprimer sa volonté. Donc, ça veut dire qu'un patient, on va privilégier bien sûr sa parole, on va privilégier ça, mais si vraiment à un moment donné, il ne peut plus s'exprimer, alors à ce moment-là, on va pouvoir regarder ces directives anticipées dans discussion de poursuivre ou de limitation des traitements ou des actes médicaux. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai vécu en directive anticipée en soins palliatifs, en gériatrie et puis en psychiatrie.
Alors, en soins palliatifs, on a peu de rédaction de directives anticipées. Elles sont faites le plus souvent par des gens qui ont envie de rester autonomes, c'est-à-dire qui ont envie de maîtrise de leur vie jusqu'à leur fin et qui savent que si jamais un jour elles pourront plus s'exprimer, à ce moment-là, il y aura ces directives anticipées et ce sera respecté. Et pour ces gens-là, je crois que c'est très important de pouvoir justement les rédiger pour qu'ils expriment vraiment ce qu'ils ont besoin. Et ils sont souvent rassurés quand ils ont écrit ces directives anticipées parce qu'ils savent qu'on va pouvoir écouter ce dont ils ont envie. Donc ça me paraît fondamental de bien respecter, enfin de bien écouter le patient. Dans le cadre de l'équipe mobile de soins palliatifs, on essaye d'avoir une aide relationnelle pour essayer justement à ces patients de rédiger des directives anticipées, en sachant que c'est très compliqué de pouvoir aider les patients à définir ces directives anticipées, notamment quand on a eu plusieurs demandes, par exemple des patients qui étaient avant un geste chirurgical, donc c'est compliqué de savoir les complications, c'est compliqué de savoir ce que le patient veut ou ne veut pas. Donc ça, c'était plutôt difficile, ou des patients qui ont des scléroses latérales amyotrophiques qui peuvent plus s'exprimer, et auquel cas on fait que des questions fermées. Donc c'est vraiment très, très difficile. En tout cas, il faut qu'on aide ces patients-là parce que c'est des patients qu'on a besoin. Alors, je voulais vous présenter une situation clinique pour vous montrer un peu au quotidien. On a un monsieur âgé de 50 ans qui est adressé dans notre service, dans notre unité de soins palliatifs par le SAMU pour des problèmes de dyspnée. Ce patient, il présente 3 cancers, un cancer du sinus piriforme, un cancer de la langue et un carcinome bronchique. Dans ses antécédents, il a une BPCO post-tabagique, il a fait un infarctus du myocarde, il est hypertendu, il a une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, il a une pancréatite alcoolique. Donc, il a beaucoup de facteurs de comorbidité. Donc, ce patient a rédigé ses directives anticipées et donc le SAMU nous dit qu'ils vont nous amener ce patient qui a présenté un épisode de détresse respiratoire et qu'il a rédigé des directives anticipées et quelle ne fut pas notre surprise de lire ces directives anticipées que je vous ai mis une partie. Donc, elles avaient été écrites bien par de témoins, signés, datés, etc. Et il dit « Je souhaite être réanimé, y compris intubé, même si cela signifie une hospitalisation, si mon état s'aggrave, que ce soit à l'hôpital du G ou au CHU de Saint-Étienne. Dans le cas où j'aurai perdu conscience et où je ne pourrai plus communiquer avec mes proches, je souhaite être maintenu en vie artificiellement pour ma compagne. J'accepte tout traitement nécessaire pour mon confort, y compris si cela m'endort. » Donc ce monsieur, il avait vraiment envie de vivre et il n'avait pas du tout envie qu'on puisse le laisser enfin, sans réanimation. Alors dans le service, son évolution a été très rapidement défavorable avec des détresses respiratoires et on s'est vraiment posé ces questions, mais que faire? Et il nous a semblé que dans ce cas-là, ces directives anticipées nous semblaient inappropriées. Et quand nous avons des situations où les directives anticipées semblent inappropriées, il faut faire une procédure collégiale. C'est ce que nous avons fait avec un réanimateur, son médecin oncologue, un médecin de l'hospitalisation à domicile et un médecin des soins palliatifs. Et devant un tableau aussi gravissime, nous avons décidé des soins de confort. Nous en avons parlé avec le patient et sa compagne pour leur expliquer qu'il était complètement disproportionné que de muter ce patient en réanimation et le patient décédera très rapidement dans le service. Donc voilà une situation qui nous a posé enfin, un souci dans la mesure où d'habitude quand on reçoit des directives anticipées, c'est plutôt pour dire surtout pas d'obstination déraisonnable. Et là, tout d'un coup, c'était complètement l'inverse. Et donc, il a fallu qu'on réagisse. Mais ça, c'est plutôt exceptionnel. En gériatrie, Monsieur Véron vous en parlera bien mieux que moi, mais moi, il me semble que dans le cadre de l'équipe mobile de soins palliatifs, on voit souvent des patients à un stade évolué de leur maladie, et il est important de pouvoir parfois rédiger cette fiche Urgence Pallia qui a été créée par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs pour des patients qui sont porteurs d'une maladie grave évolutive en phase palliative, qui se trouvent à l'hôpital, en EHPAD ou à domicile. Et cette fiche sera remplie par le médecin traitant, par le médecin de l'équipe mobile, l'HAD, le médecin coordonnateur. Alors pourquoi cette fiche qui me paraît fondamentale? C'est pour transmettre au médecin qui intervient en situation d'urgence, d'avoir des informations pour une prise en charge appropriée du patient selon son état et selon ses souhaits. C'est-à-dire qu'on va rédiger cette fiche après un temps de concertation avec le patient, s'il peut s'exprimer. Le plus souvent, quand nous intervenons en gériatrie, ce sont des patients qui présentent des maladies et des troubles cognitifs importants, mais en tout cas avec ses proches et l'ensemble de l'équipe soignante.
On va se réfléchir sur est-ce que le patient écrit des directives anticipées, qu'est-ce que nous rapporte la personne de confiance, quel est l'état clinique et qu'est-ce qu'on fait, quel est le niveau de soins. Et ça me paraît très important de vous parler de ça, même au cœur des directives anticipées, parce que c'est une anticipation et ça permet une bien meilleure prise en charge des patients au-delà de la directive anticipée, mais qui en fait néanmoins partie. Donc, ça me paraissait important de vous en parler ici. Le troisième point que je voulais soulever, donc là, voilà, ça c'est la fiche que vous trouverez facilement sur le site Internet. Le troisième point que je voulais soulever, c'est en psychiatrie, parce qu'il y a une étude aussi qui est en train de se faire au CHU de Saint-Étienne, et c'est une prévention, une prise en compte des expériences personnelles des patients, notamment lors des hospitalisations sous contrainte. Les patients ont parfois des souvenirs d'hospitalisation sous contrainte qui sont terribles. Ils savent qu'ils malheureusement ils peuvent rechuter, mais ils savent aussi que certains traitements sont plus confortables entre guillemets que d'autres. Et donc c'est cette discussion qui peut avoir lieu. Et bien sûr qu'il faut que cette rédaction soit accompagnée par un personnel formé, bien évidemment. Il faut que ça soit en situation duel, soit en groupe. Et ce qui me paraît aussi intéressant, c'est que cette écriture soit faite à la première personne avec les mots du patient. Et je crois que c'est vraiment créer une participation active à cette prise en charge où le patient, il n'est pas exclu, mais au contraire, c'est lui qui va décider et ça pourra guider dans le niveau de soins lors d'une prochaine hospitalisation si ça existe. Alors, il y a des études qui montrent que ces directives anticipées en psychiatrie permettent de diminuer les hospitalisations sous contrainte et d'autres études qui permettent un peu moins. Mais je pense qu'il y a quand même cette relation de confiance qui est née entre le soignant et les patients, qui est très riche et qui peuvent aider pour avoir une meilleure qualité. Alors, comment faire pour évaluer ces directives et faire évoluer ces directives anticipées parce qu'on voit bien qu'elles ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Alors, on s'est interrogé, nous, à l'hôpital, parce qu'on a constaté qu'on a une médecine performante, une médecine technique et innovante, avec des décisions de plus en plus complexes, et que parfois, les médecins urgentistes, c'est eux qui nous ont alarmés et qui ne savent pas, lors d'un épisode aigu, quel niveau de traitement. On n'a pas de trace de discussion de limitation d'arrêt des traitements dans les dossiers en amont. On a un patient sur un brancard avec une altération de sa capacité à entendre et plus encore à décider. Et là, on peut se poser la question, que faire ou ne pas faire et que décider? C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, mais ce patient, il a cinquième ligne de chimiothérapie, est-ce que ça vaut le coup peut-être de continuer ou est-ce que c'est vraiment une obstination déraisonnable? Et c'est pour ça qu'il nous a semblé important de recueillir et transmettre cette parole du patient. Alors, pourquoi recueillir cette parole? C'est parler avec le patient de sa fin de vie, qui lui permet d'être rassuré pour le respect de sa dignité. On respectera ses valeurs personnelles, culturelles, religieuses et sa parole. Et puis, on mettra des traitements et des soins conformes à ses souhaits. Et c'est là une prise de décision partagée. On a aussi constaté qu'il y a une méconnaissance par un grand nombre de personnes de confiance du point de vue des patients. Parfois, la personne de confiance, elle est nommée un petit peu sans vraiment réflexion. Et cette personne de confiance, elle ne connaît pas le point de vue du patient. Et puis peut-être aussi, on va peut-être diminuer par justement cette recueil de cette parole des soins agressifs et des coups. Notamment, ils avaient un médecin hématologue avait le souvenir qu'en urgence, on avait hospitalisé le patient et qu'il avait été muté en réanimation. Et finalement, ce patient, il est resté 2 mois en réanimation et sans pour autant avoir une qualité de vie agréable, il est mort en réanimation. Donc, on peut se dire que peut-être, si on avait plutôt réfléchi en amont avec ce patient, on aurait pu éviter ces 2 mois en réanimation et peut-être permettre à mourir accompagné de sa famille. Alors, quand est-ce qu'il faut justement recueillir cette parole du patient? Ça se fait plutôt dans un continuum, et c'est ce qui différencie de la directive anticipée, lors du diagnostic et du traitement d'une maladie grave et évolutive, lors du diagnostic aussi d'une maladie chronique, parce que ce n'est pas que pour les cancers, et lorsqu'il y a un changement d'état clinique, notamment lorsqu'il y a une aggravation. Alors, c'est qui peut s'occuper de ça? Eh ben, c'est les oncologues, les gériatres, qui font des diagnostics précoces de maladie d'Alzheimer. Peut-être que on pourrait être plus incitatif pour demander au patient s'il a envie de savoir rédiger des directives ou savoir recueillir sa parole, le pneumologue, le néphrologue ou le médecin traitant. Alors, les barrières ou les obstacles, parce qu'elles sont nombreuses, ces barrières, si on n'a pas beaucoup avancé, nous, c'est qu'il y a de nombreuses barrières. Notamment, il y a toujours un malaise à discuter de la fin de vie et de la mort. Les oncologues et même tous les médecins, on a toujours du mal à parler de la mort avec les patients. Il y a une contrainte des horaires, il manque de temps, une crainte des répercussions judiciaires. Et puis, c'est toujours pareil, qui doit les évoquer avec le patient?
Et puis sur le plan aussi, il y a des réticences des médecins, mais il y a aussi une réticence, me semble-t-il, de la population, parce que c'est un processus qui ne les concerne pas. C'est un processus pour des gens très malades ou mourants, et il y a une non-compréhension de la complexité de ces décisions en fin de vie. Donc, par cet nouveau recueil de la parole du patient, c'est un nouveau paradigme où on va développer l'autonomie du patient, c'est-à-dire sa capacité, c'est Ricoeur qui parle de cette capacité de chaque homme dans sa sollicitude et avec les autres. On va pouvoir faire une démarche, une réflexion éthique. Quelle finalité, pourquoi aider ce patient? Qu'est-ce qu'on veut pour ce patient? Qu'est-ce qu'il veut lui? Je crois que ça, c'est très important. On va anticiper, c'est vraiment le mot anticiper qui est le fil conducteur, ce qui est différent des directives anticipées où il y a un côté très figé. Et puis, on est tous soignants, on est responsables de chacun dans le sens de répondre d'eux. Et Emmanuel Lévinas nous dit, dès lors qu'autrui me regarde, j'en suis responsable. Et c'est aussi cette relation de confiance qui va naître entre le patient et le soignant. Donc, en conclusion, quelles sont les perspectives? D'abord, créer une relation de confiance, innover, planification anticipée des soins, permettre le recueil et la transmission de la parole du patient. C'est un document évolutif et accessible à tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pascal. C'était aussi très intéressant, très documenté. Je vais maintenant passer la parole à Christian Véron. Christian, à toi. Oui, bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on voit mon PowerPoint? Parfait. Bon, alors parfait, mais alors moi, par contre, je ne vois plus personne. Mais ça, c'est pas grave. Alors, voilà, moi, je me situe après les deux intervenants, après le cadre juridique et après le côté un petit peu médical que Pascal nous a brillamment décrit, en tout cas sur des contextes, je dirais pas un contexte d'urgence, je ne sais pas, mais en tout cas un contexte un petit peu plus pressé qu'on ne peut nous l'être en EHPAD. Donc moi, je me situe dans une période un peu de fin de la vie, mais sans être dans l'urgence. En revanche, mon souci, c'est le recueil de ces directives anticipées et en tout cas, comment faire pour avoir un recueil bienveillant. Parce que justement, on est dans un contexte où on accueille des gens qui rentrent, il ne faut pas se leurrer, pour arriver jusqu'à leur fin de vie, parce que très rarement les gens rentrent en EHPAD pour en ressortir et faire un retour à domicile. Donc, il est évident que demander tout de suite les directives anticipées d'une personne qu'on accueille, c'est à mon avis pas très bienveillant. Alors, quand, et puis aussi par qui? Parce que le recueil de la directive anticipée, à mon sens, vis-à-vis d'une personne âgée, c'est quelque chose de très, très difficile. En tout cas, si on veut le faire de manière bienveillante. Alors, je m'appuie un petit peu, j'ai bien écouté ce que Christine Lassalas nous a dit tout à l'heure. Et alors, je souscris complètement, bien sûr, au fait, quand elle a parlé des démarches qualité et du taux de recueil des directives anticipées, effectivement, il y a des établissements qui peuvent afficher dans leur démarche qualité un taux de recueil des directives anticipées important. Moi, je serais plutôt à dire que effectivement, ça peut être une démarche qualité. En tout cas, ça peut être un critère de démarche qualité. Ce qu'il ne le devient plus, c'est quand ces directives anticipées ont été recueillies sans favoriser les échanges, comme tu nous l'as bien dit tout à l'heure, Christine. En tout cas, le fait d'avoir des modèles uniques, comme tu l'as dit, favorisait pas les échanges. Et je pense que on arrive sur des démarches qualité inopportunes quand on parle de recueil systématique sur un document unique et sur, je dirais, le document qui va remplir le dossier d'admission et qui pourra, au même titre que la feuille d'impôt ou la carte vitale, rentrer dans les critères administratifs qu'il faut pour être admis en EHPAD. Donc, évidemment, ce recueil et ces démarches qualité
je pense qu'elles sont importantes à partir du moment où même si on n'en a recueilli que 10%, c'est un critère pour moi de qualité si ça a été recueilli avec bienveillance. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contexte des EHPAD, ce n'est pas de l'urgence. La durée moyenne de séjour en EHPAD, c'est 2 ans. Donc, on a le temps de les recueillir. On n'a pas une pression, hormis bien évidemment dans le cas d'un tableau clinique qui pourrait se dégrader, mais dans un cadre normal, je dirais, de durée de vie en EHPAD, la durée moyenne de séjour est de 2 ans. Donc, on n'est pas dans l'urgence. La spécificité des personnes âgées, comme je l'ai dit tout à l'heure, du début et de la fin de la vie, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer en EHPAD dans un certain état de santé. Il ne faut pas se leurrer, ils vont ressortir dans un état de santé qui sera non seulement dégradé, mais certainement ce sera le décès de la personne. Donc, c'est pour eux un très grand moment d'angoisse. C'est angoissant d'aller à l'hôpital, mais on sait que quand on va à l'hôpital, normalement, on y va pour être soigné et ressortir en étant, en tout cas, en meilleure santé que quand on y est arrivé. En EHPAD, ce n'est pas pareil. En EHPAD, on sait qu'on est dans un certain état de santé en arrivant, mais que quand on sort, enfin, le mode de sortie sera le décès. Donc, voilà, la spécificité, elle est là. Et le recueil des directives anticipées, il est influencé par ça. Alors, qu'attendent des EHPAD dans l'accompagnement des directives anticipées? Qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, comment on peut le faire de manière bienveillante? Et moi, ma grosse problématique, c'est comment faire, en tout cas, pour accompagner les personnes âgées dans leur réflexion. Déjà, à mon sens, la première chose, c'est déjà choisir le bon moment. Et là, pour moi, il n'y a pas de moment idéal. Ça peut être une semaine après l'admission, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être, en tout cas, ça doit être quand la personne le demande et non pas quand on a le temps de le faire. Ça peut être fait par qui? Alors, quand on regarde le cadre juridique et quand on regarde toutes les explications qu'a pu nous donner le professeur Vassal tout à l'heure, c'est quand même technique. Une directive anticipée, c'est quand même technique parce qu'on sait qu'en fonction de ce qu'on dit, il y a des choses qui peuvent se faire ou des choses qui ne peuvent pas se faire. Par exemple, et on l'a cité, on l'a entendu tout à l'heure, quelqu'un qui exprime le fait de vouloir être euthanasié si jamais il perd son autonomie ou s'il perd ses facultés ou s'il perd sa santé, c'est pas possible. Donc il faut le savoir. Et puis il faut savoir aussi que parfois, avec des détresses respiratoires, il y a certainement des solutions qui sont possibles, des solutions médicales qui sont possibles, qui peuvent être amenées dans les EHPAD par les équipes pour soulager cette angoisse de la respiration qui s'en va et en tout cas cette angoisse de mourir étouffé comme ils nous le disent. Tout ça fait qu'il faut qu'en face, il y ait du personnel qui soit capable de répondre aux questions. Parce que, à mon sens, il n'y aurait rien de plus malveillant que de ne pas pouvoir répondre à des questions que se pose une personne âgée sur la fin de sa vie. Et quand je parle de ça, je parle des questions techniques. Donc, qui pourrait le faire? Alors, les médecins, oui, bien sûr, c'est en tout cas certainement eux les mieux placés pour le faire. Maintenant, ce n'est pas eux qui ont le plus de disponibilité, voire c'est peut-être même eux qui l'ont le moins. Donc, il faut envisager d'autres solutions. En tout cas, le médecin, oui, mais aussi, pourquoi pas, le cadre de santé. De la même façon, moi, je vois par exemple le cadre de santé mutualisable sur plusieurs établissements. Donc, voilà, c'est peut-être un petit peu difficile de l'avoir au bon moment, au bon endroit. Les infirmières, oui, parce qu'elles sont un peu plus proches, elles ont quand même des connaissances techniques, elles connaissent très, très bien leurs résidents dans les EHPAD parce qu'elles les accompagnent pendant longtemps. Donc, la discussion est peut-être un petit peu plus possible. Et puis les psychologues. Voilà, parce qu'un psychologue, je pense, enfin, pardon, excusez-moi, une personne psychologue, parce que c'est quand même des gens qui savent poser des questions, qui savent analyser les réponses, sont peut-être aussi ceux qui peuvent répondre le mieux possible, en tout cas de manière la plus bienveillante possible, aux directives anticipées et à ce que peuvent demander les personnes âgées.
Alors après, il reste les aides-soignantes, les animatrices, les ASH. Alors on peut se poser des tas de questions. Une ASH peut là aussi peut-être, hein, parce que souvent c'est à eux que se confient les personnes âgées, mais la ASH n'aura peut-être pas la réponse technique qu'il faudra. Voilà. Donc par qui? En tout cas sûr, et comme l'a dit tout à l'heure le professeur Vassal, sûr par des personnels formés. Je pense qu'on ne peut pas, de manière bienveillante, recueillir des directives anticipées si on n'a pas à la base reçu une formation, qu'elle soit juridique, comme on a entendu tout à l'heure, qu'on connaisse le cadre réglementaire, mais aussi qu'elle soit sur la manière, pas uniquement sur le fond. Alors, il faut aussi y mettre un cadre éthique dans ce recueil. Mettre un cadre éthique dans le recueil, c'est aussi avoir la manière de faire, je dirais, c'est-à-dire comment on s'adresse aux personnes âgées, comment on se, entre guillemets, met à leur niveau, parce que les termes techniques sont difficiles à comprendre, et parce que parfois, si on ne fait pas attention, on part dans des envolées verbales qui sont absolument plus accessibles au public qu'on a dans les EHPAD. Une personne âgée, elle a besoin qu'on lui parle simplement avec des mots simples. Et parfois, c'est vraiment difficile de les trouver. C'est une méthode qui n'est pas simple, je trouve, de trouver des mots simples, justement. Alors, ça, c'est de l'équité aussi. Pour que tout le monde soit au même niveau et que tout le monde comprenne la même chose, trouvons les bons mots, et en tout cas les mots simples pour s'exprimer. Le recueil bienveillant, c'est aussi respecter l'autonomie décisionnelle des personnes âgées. Après tout, si elles ont envie qu'on leur fasse telle ou telle chose à partir de tel moment, on en a parlé tout à l'heure, le professeur Vessal, dans son cas clinique, nous a décrit cet homme qui était multipathologique, mais qui avait quand même malgré tout encore envie qu'on le réanime. C'était sa volonté de faire comme ça. Donc il faut le respecter. Respecter le cadre réglementaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Avant tout, je pense que pour être le maximum bienveillant, c'est surtout de la pluridisciplinarité. Jamais on pourrait accepter et en tout cas comprendre qu'une seule personne ait pris la décision de faire quelque chose au nom des directives anticipées. Il faut que ce soit une réflexion pluridisciplinaire, peut-être où il faut mêler la famille à cette on n'est pas dans l'urgence, donc on a le temps peut-être d'organiser les choses, en tout cas les organiser de plus bienveillantes et qu'elles soient le moins choquantes possible pour le résident. Donc si la famille peut être là et que le résident demande, eh ben respectons-le, faisons venir la famille, discutons avec elle. Voilà. Et puis surtout personnaliser ce recueil, le personnaliser de façon à ce qu'il soit le plus humain possible. Surtout n'allons pas vers un modèle unique où effectivement après on tomberait dans la facilité de dire je vous donne un papier, vous le remplissez. Pourquoi pas un document CERFA aussi, hein, pendant qu'on y est. Non, restons très personnalisés, ne prenons pas de vitesse, c'est pas la peine, les personnes âgées n'aiment pas être bousculées. Donc prenons notre temps, discutons avec elles et essayons surtout d'être bienveillants, de respecter ce qu'elles veulent. Et l'avenir, pour moi, l'avenir, et c'est là où je suis très gêné, c'est comment assurer, en tout cas, cette équité avec les personnes âgées qui sont atteintes de troubles cognitifs. Voilà, parce que on va demander, on va recueillir des directives anticipées chez une personne âgée qui va pouvoir s'exprimer, mais celles qui sont dans les services protégés, qui présentent de gros troubles cognitifs, comment leur demander à eux? Comment être sûr que la famille retranscrit bien ce qu'ils avaient demandé? Comment être sûr de bien être bienveillant? Comment être sûr de bien respecter ce qu'ils avaient envie? Voilà, mon gros problème éthique actuellement, il est là. Il n'est pas sur le calcul et le taux de recueil anticipé que je vais pouvoir faire, parce que ça n'a pas d'importance. Je préfère en avoir une bien que 20 mauvaises. En revanche, voilà, j'ai un problème d'équité, parce que, en tout cas, les gens qui sont hébergés dans les services sécurisés n'ont pas les mêmes chances que ceux qui peuvent s'exprimer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Christian. C'était passionnant.
c'est une expérience qu'on entend rarement, celle des directeurs d'EHPAD qui sont confrontés, comme les gériatres et les médecins de soins palliatifs, à cette situation si particulière où les personnes rentrent dans leurs établissements pour la dernière phase de leur vie et il faut assurer la plus grande bienveillance dans l'accompagnement de ces patients. Donc c'était, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre réunion et de faire état de ta grande expérience. Donc, je vous rappelle, il y a plein de fils qui peuvent être tirés à travers ces 3 interventions. Je vous rappelle quelques-uns des fils de l'intervention du point de vue légal de Christine Lassalas, l'évolution des conceptions des dérives anticipées depuis la loi Leonetti de 2005 jusqu'à la loi Claes-Leonetti de 2016, avec l'extension à l'expression des souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Pas seulement non plus du point de vue des éléments médicaux, mais aussi de l'expression de ses valeurs, de choses plus personnelles. Ensuite, Pascal Vassal nous a exprimé, là aussi, son expérience avec un exemple très éloquent de directive qui était inappropriée. On en a eu plusieurs d'exemples, d'ailleurs, dans un sens et dans l'autre. Un exemple de demande d'euthanasie, alors que celle-ci n'est pas encore rentrée dans le cadre de la loi française. On dirait parler d'aide médicale active ou de suicide médicalement assisté plutôt que d'euthanasie. Et ceci n'est pas possible dans le cadre de la loi actuelle. Et on a vu aussi cette demande de poursuite de la réanimation sur un sujet, sur un patient dont il apparaissait difficile d'accepter ces directives, parce que en écoutant ce témoignage, je me suis immédiatement posé la question, mais cet homme jeune de 50 ans, il avait écrit ces directives anticipées, d'une belle écriture d'ailleurs, très claire, très lisible, mais manifestement, il ne les avait pas éprouvées au dialogue avec les personnes formées dont parlait Christian Véron dans sa 3e intervention. Il rêvait une mort douce en réanimation avec sa compagne à ses côtés pour lui laisser prendre le temps de l'annonce de sa mort prochaine. Or, la réanimation, c'est tout sauf quelque chose de très doux. Ce sont des soins qui nécessitent, en cas d'intubation oro-nasotrachéale, des aspirations, qui nécessitent des trachéotomies, qui nécessitent des soins qui sont délicats. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir s'exprimer. Et enfin, l'intervention de Christian sur la bienveillance et le bon moment et la nécessité de la poursuite du dialogue, tout ceci était très complémentaire. Mais maintenant, qui a préparé des questions et veut ouvrir le débat? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent?